Périphérie, Édouard Zambon. Même si je revendique maintenant le droit d'être qui je suis, addict, ex-toxico, ex-SDF, ex-alcoolique, la colère me monte lorsque l'on me réduit qu'à cela. L'étiquette, on me la colle encore et encore. Invisible, je dirais plutôt qu'on est mal visible. Et je sais pourtant que la majorité, par ceux que j'ai côtoyés, des SDF et des malades alcooliques souffrent, allant jusqu'au suicide pour certains, et n'ont pas choisi cette situation. Et que, pour de multiples raisons, ils ont raté le bon train, se sont trompés d'aiguillage. On n'a jamais entendu un enfant dire « quand je serai grand, je serai alcoolique ». Je ne suis pas migrant. Je m'appelle Sekina. Je suis la fille de Mohamed, fils de Omar. Le chômeur, quand il n'est pas une statistique, est régulièrement présenté comme un assisté, voire un fraudeur. Il y a des millions de gens très très bien en France. Je ne les connais pas. Donc je me forge une opinion négative en fonction des médias. Et ça, je ne veux plus. La carte d'identité, c'est seulement un papier administratif. Ça ne dit rien sur ma personnalité. Je ne suis pas qu'une étrangère. Périphérie. Périphérie.fr. Cet atelier, c'est une co-construction entre les Assises et le réseau Culture du Cœur. Il y a eu un énorme travail de préparation qui a été fait par donc le réseau Culture du Cœur, précisément par 4 associations, le CHU de Tours, la Maison des Solidarités, le Secours catholique et les pensions de famille, le Hameau, Saint-Michel et le Phare, qui sont des structures soutenues par la Fondation Abbé Pierre, entre autres, et c'est toute la volonté et toute peut-être la particularité de cet atelier, c'est d'essayer de mettre au centre de la question les principaux intéressés et de s'interroger sur l'effet miroir que les journalistes renvoient à un certain nombre de gens lorsqu'ils parlent d'eux. Alors on sait tous que parler dans les médias c'est un exercice de frustration, qu'on est en général jamais satisfait quand on prend la parole, mais parfois ça peut prendre un caractère d'une très grande violence. Et pour avoir eu la chance de préparer un petit peu cet atelier avec l'essentiel des participants, d'abord je voudrais les remercier de la qualité du boulot. Vous allez entendre des témoignages qui sont absolument dingues, enfin d'une immense qualité et d'une très grande dignité et d'un très grand courage, parce que il y a quand même beaucoup des participants de cette séquence qui ont accepté de se livrer. Vous verrez que à travers ces témoignages, la question qui, en tout cas moi en tant que journaliste, m'interroge, et j'espère que vous, elle vous interrogera, c'est la manière absolument partielle dont nous abordons ces sujets-là. C'est-à-dire que, et vous allez l'entendre dans tous ces témoignages, je ne suis pas que. Voilà. Vous venez me voir parce que je suis aux minima sociaux et que le sujet qu'on vous demande de faire est sur les minima sociaux, mais je ne suis pas que ça. Je voudrais remercier tous les participants qui sont à cette table et puis les autres. Donc, dans l'ordre, Bruno Morel, qui est le directeur général d'Emmaüs Solidarité, que je remercie de faire l'aller-retour et qui va tout de suite nous éclairer sur le résultat du grand débat qui a été initié par Emmaüs. Serge, que je vous présenterai tout à l'heure parce que vous allez nous livrer un témoignage. Émilie Salva, qui est sociologue, qui va nous permettre d'essayer de mettre un peu en contexte, de monter en abstraction, pour le dire vite. Guylaine et Alain, qui s'occupent d'une émission qui s'appelle Salon de pauvres sur Radio Béton, ici. Et Felipe Marquez, qui lui a créé un journal et fait beaucoup d'éducation aux médias. Il y aura aussi Corinne et Pauline qui sont dans la salle, qui prendront la parole tout à l'heure, et Jean-François qui est au premier rang. Voilà, tout ça c'est des témoignages qui ont été préparés. Je vous demande de les écouter avec attention. Et puis le groupe évidemment du Secours catholique de 4 femmes j'aurais voulu qu'on écoute justement parce que ça nous aurait permis de commencer sur la question du regard que nous avons sur les étrangers et les migrants, pour le dire avec encore une fois un mot valise. On chamboule tout. Bruno, pour commencer. Vous achevez, enfin vous avez décidé de vous inscrire dans le cadre du grand débat national. Vous avez décidé de faire le grand débat des pauvres. D'abord, est-ce que vous avez hésité à l'appeler le grand débat des pauvres, parce qu'il y a toujours des questions sémantiques autour de comment nommer les choses. Et puis deuxièmement et surtout, qu'est-ce qu'il en sort de la relation entre les publics accueillis par Emmaüs et les journalistes en général? Alors, ça marche. Bonjour. Non, nous on l'a pas appelé le grand débat, on l'a appelé le grand débat solidaire. Et c'était plutôt important. Et puis ça revient un peu au titre de ce que disait Édouard, c'est-à-dire comment rendre visibles des gens qui n'ont aucune visibilité, ou plus exactement aucune visibilité par rapport à leurs difficultés. Moi je suis frappé de la manière dont les personnes à la rue sont traitées, et notamment on leur renvoie la responsabilité de leurs difficultés.
c'est des gens qui déconnent, c'est des gens qui refusent des places d'hébergement, etc. Donc on s'est dit, il y a un grand débat, il faut y aller, parce qu'il y a 4 thèmes où on ne s'y retrouve absolument pas. Donc on a soumis un questionnaire. D'abord, premier enseignement extrêmement étonnant. 400 personnes issues de la rue, maraudes, d'accueil de jour, sans d'hébergement, se déplacent spontanément et veulent apporter leurs propositions. Il a fallu les accompagner, mais c'était leur voix, c'était pas la voix des salariés d'Emmaüs. Et puis après tout ça, comme il y a plein d'associations qui l'ont fait, on s'est regroupé au Conseil économique et social et environnemental il y a quelques jours pour faire remonter les propositions. 17 propositions sont faites, et là je suis très très étonné du traitement journalistique sur ces 17 propositions. N'a été commenté qu'une seule proposition, c'est le fameux « Vie ma vie de pauvre », qui a été repris par tout le monde. C'est quoi « Vie ma vie de pauvre » Alors certes, il y avait un côté un peu provo, et c'était normal qu'ils disent ça, mais il y avait 16 thèmes qui étaient extrêmement importants pour eux. D'abord, se considérer en tant que citoyens, qu'on les reconnaisse comme citoyens, et puis 2, concrètement, qu'on arrête de casser l'APL, qu'on arrête de mettre les gens à la rue, tout ce qu'on essaye de porter, et sur lequel vous, alors on y reviendra après, vous répondez, mais de manière comme un marronnier. Donc je pense qu'on reviendra sur ce sujet-là. En tout cas, voilà, c'est pas des gens qui ont voulu être stigmatisés dans leur difficulté, c'est des gens qui ont voulu qu'on les reconnaisse comme des citoyens porteurs de solutions dans un contexte où on se foutait complètement de leur voix. C'est pour ça que j'aime bien le titre des Invisibles. Bon, autant le dire, on risque de prendre cher, nous les journalistes, à cet atelier, mais on est là pour ça, quoi. Vous allez prendre moyennement cher. Je vous le disais, on a entrepris les structures ont entrepris un travail de préparation assez exemplaire, qui a duré pas assez longtemps, mais bien 2 mois et demi ou 3 mois quand même. Et chacun des participants à ces ateliers a accepté de préparer un texte. On va commencer par le vôtre, Serge, si vous voulez bien. J'ai envie de dire que ce que vous avez écrit de manière spontanée, c'est un peu la manière dont vous aimeriez que nous, journalistes, on vous raconte. Tout à fait, c'est une petite tranche de vie, une tranche de mon histoire que je vais vous raconter. Alors je m'appelle Serge, j'ai la 60aine. Alors j'étais un citoyen que l'on dit normalisé quand ma vie a basculé après l'âge de 40 ans. J'ai l'entreprise qui ferme, chômage, divorce, puis vente de la maison, s'en suivent des petits boulots Kleenex. Alors l'espoir s'étiole, la confiance se perd, la perspective du futur devient un inconnu, et l'alcool. L'alcool que je crois prendre pour une amie et qui m'aide et me libère. J'ai senti une lassitude, une fatigue dans cette société où je ne trouvais plus d'épanouissement et d'espérance. Je prends mon sac à dos, je fuis. Je me retrouve aéré dans la rue, je m'alcoolise, j'ai plus de papier ni de sécu, bref, me voilà SDF. Est-ce que je m'arrête là? L'instinct de survie est là, je m'assois sur un muret à côté d'une supérette et d'une main hésitante, je m'en dis. J'ai conscience que j'ai perdu toute ma dignité, je ne suis plus Serge. Quand je suis alcoolisé, je ne tremble pas, je prends de l'assurance. Alors pourquoi arrêter? Sur mon muret, j'observe les gens. Certains me fuient du regard, d'autres me regardent. Je ne sais pas si c'est un regard de mépris, de compassion ou de peur que quelque chose puisse faire aussi basculer leur vie un jour. Je ne veux pas aller dans les foyers. Il faut trouver un endroit où dormir. Je trouve un porche d'immeuble. Ce n'est pas possible, me dit un résident. Alors je trouve un petit coin isolé dans une rue. Souvent contrôlé par la police, j'ai le sommeil léger et angoissé. Le lendemain, il me reste un peu d'argent. J'entre dans une boutique pour acheter des sous-vêtements. On me dit, on ne sert pas des gens comme vous. Je ressors. Qui suis-je? J'ai l'impression de ne plus être un homme, mais un bipède quelconque. Le temps passe, les années, alcool, rue, mais j'en peux plus, je suis fatigué et je veux encore vivre. Il me faut une adresse pour avoir une carte d'identité. Je décide d'aller au CCS. Je veux arrêter l'alcool. J'essaie de stopper ce poison, mais le corps me réclame cette toxine. Il se venge, tremblement, sueur, crise de manque, il a gagné, je bois. Grâce aux services sociaux, j'obtiens un logement. Alors c'est décidé, je fais une cure, car je sais que c'est pas moi qui domine l'alcool, mais que c'est lui qui me domine, et qu'il me faut être aidé et armé pour dominer et combattre mon ennemi. C'est une démarche difficile. C'est accepter d'être alcoolique, avec toutes les stigmatisations faites autour. Dans les médias, l'alcoolisme est souvent lié à la violence et la délinquance. La drogue et l'alcool est une drogue dure, et pourtant elle est en vente libre. Et les alcooliers s'enrichissent sur notre maladie. Ce sont les
grands dealers respectés qui agissent en toute impunité. Être hospitalisé pour une maladie comme un cancer, les gens compatissent. Être hospitalisé en cure, c'est bien fait pour lui. Le poivreau, l'ivrogne, il l'a voulu. Alors on se rabaisse dans la honte, la culpabilité. C'est bien ma faute, bien sûr, mais je veux gagner ce défi. Alors est-ce qu'on est invisible ou stigmatisé? Stigmatisé, oui, c'est sûr, je le pense. Invisible, je dirais plutôt qu'on est mal visible. Et je sais pourtant que la majorité, par ceux que j'ai côtoyés, des SDF et des malades alcooliques souffrent, allant jusqu'au suicide pour certains, et n'ont pas choisi cette situation, et que, pour de multiples raisons, ils ont raté le bon train, se sont trompés d'aiguillage. On n'a jamais entendu un enfant dire « quand je serai grand, je serai alcoolique ». Aujourd'hui, j'ai gagné une bataille. Je fais des activités, je fais au cinéma, je vais au théâtre, mais je sais que, dans les yeux de beaucoup, même dans l'abstinence totale, je suis toujours un alcoolique et je le resterai toujours. Et cette impression me rattrape lorsque je vois l'alcoolisme abordé dans les médias. C'est la stigmatisation et la non-compréhension que je ressens, jamais la main tendue. Merci Serge. Je vous l'ai dit, on va vraiment baser tout le début de cette table ronde sur des témoignages. Donc je vais demander à Corinne de prendre la suite. Et puis ensuite, on va ouvrir une première séquence d'échange. Signalez-vous, on fait ça de la manière la plus informelle. Excusez-moi, j'ai un petit souci avec mes dents et ma bouche. Je m'appelle Corinne, je suis suivie depuis 15 ans au centre de soins des addictions de Port-Bretagne à Tours. Mon chemin est celui d'une enfant abusée par son prof de violon, d'une jeune femme décoratrice qui s'épanouit dans son travail, d'une maman violentée qui, après un divorce difficile, fait une rencontre toxique, m'initiant au produit qui m'a fait sombrer dans l'addiction. 15 ans de lutte contre la maladie, mais aussi contre la stigmatisation et la bêtise qui en découlent. Comme tous ces mots clichés qui me nomment, toxicomane, qui m'appellent SDF, car j'ai connu la froideur du bitume. Pourtant, tous ces raccourcis de langage ne me définissent pas plus qu'un gros titre de fait divers. Tel que alcoolique, elle se fait agresser dans son appartement par un SDF. Ou bien, bipolaire, le fils en était pris à sa mère. Combien de fois j'ai lu ces phrases qui choquent, qui cinglent, vulgarisant la singularité des gens, leur fragilité psychologique, les maladies psychiatriques et troubles addictifs qui ne permettent pas une vie bien tranquille. Déshumanisé, voilà ce qui me choque. Surtout que mes défaillances ne me qualifient pas, la maladie non plus. J'ai arrêté d'écouter une certaine presse qui fait me sentir plus exclue que je ne le suis et banni les clichés qu'elle propage et qui enferme. En protection, je me reconstruis en travaillant sur le bien-être, sur l'échange, qui est un maître mot dans ces maladies psychiques qui isolent et désociabilisent déjà elles-mêmes. Maintenant, je sélectionne les médias, m'approprie les infos, celles qui vont aider à ma réhabilitation. Je me documente et peux écouter pendant des heures des conférences mises en ligne. Mes problèmes de drogue, l'isolement, la rue sont des lointains souvenirs et j'ai une méfiance absolue pour l'alcool. Cette vie chaotique, ma fragilité mentale, j'en fais une force dorénavant et pense m'inscrire dans un parcours de médiation pour partager ma singularité, mes connaissances des problématiques de la maladie, afin d'aider les gens isolés en souffrance. Cette maladie est un labyrinthe où sans cesse il faut retrouver le lien. Culture du cœur m'aide à le retrouver, car les ressources culturelles font partie des remèdes qui soignent et soustraient de l'exclusion. Je partage également la création d'un blog pour les usagers de Port-Bretagne et tous ceux qui voudraient s'informer sur les troubles addictifs et les moyens mis en œuvre pour s'en sortir. Même si je revendique maintenant le droit d'être qui je suis, addict, ex-toxico, ex-SDF, ex-alcoolique, la colère me monte lorsque l'on me réduit qu'à cela. L'étiquette, on me la colle encore et encore. Ces termes faciles qui condamnent et brisent l'estime de soi, si difficiles à retrouver. Comment faire pour que le journalisme soit au plus proche de la réalité humaine ? Comment ? Gardez le micro, Corinne. Comment faire ? Vous finissez votre témoignage en posant cette question. Qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir dans la représentation médiatique et publique de ces soucis que vous avez traversés et surpassés ?
Ce qui me fait vraiment, ce qui m'ennuie vraiment, ce qui me fait souffrir, c'est les représentations qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'après, une fois que c'est dit dans les journaux, voilà, c'est dit, c'est fait, c'est bipolaire, c'est alcoolique, c'est schizophrénie aussi qu'on emploie à tout va. C'est plein de choses comme ça qui sont des maladies mentales, dont bien souvent les journalistes en général prennent des mots et du coup les citoyens s'en emparent. Et on retrouve ça un peu partout. Et donc, quand on côtoie un petit peu ce genre de maladie, bien malgré nous, on en paie les conséquences. C'est-à-dire que, évidemment, c'est difficile pour les gens d'aller chercher des choses auxquelles ils ne sont pas, confrontés. Et je pense que c'est ça le journalisme, c'est pouvoir aller chercher et dire voilà, le journalisme pour moi c'est aussi dire aux gens voilà, regardez ça c'est ça, ça c'est ça, vraiment pour informer la population et ne pas continuer ce genre de cliché qui fait très mal aux gens qui subissent ça. Vous vous sentez réduite? Réduite, ouais. Alors maintenant, effectivement, je mûris, je prends de l'âge et je m'en incommode, mais sans cesse quand même. Je m'en incommode jusqu'au moment où ça m'émeut et ça me fait mal. Vous vous êtes posé la question des contraintes des journalistes? Oui, aussi, je comprends bien qu'on est un peu dans une vie de cliché, dans la politique du buzz, comme on entend un peu partout. Mais l'information, voilà, comment ça se fait qu'on ne peut pas aller un tout petit peu plus loin? Est-ce que ça prend autant de temps au lieu de mettre bipolaire, il a agressé sa mère, est-ce qu'on peut pas mettre un homme souffrant d'une maladie mentale? Voilà, c'est quand même moins, parce qu'après bipolaire, on va le prendre, et des jeunes, j'en ai entendu dans des cours d'école, ah t'es bipolaire, mais s'ils savaient comme c'est un trouble très très difficile à vivre. Et c'est ça qui est embêtant. D'ailleurs, beaucoup de gens qui souffrent de bipolarité sont souvent très addicts. Enfin, ont cette fragilité derrière. Parce qu'en fin de compte, c'est une maladie aussi de l'émotion. Donc voilà. Émilie Salva, vous observez le traitement des marginalités, on va le dire comme ça, dans les médias. Est-ce qu'on est condamné à des postures réductrices et parfois blessantes? Alors déjà non, loin de là, mais en soi on peut trouver certains éléments explicatifs de cet aspect réducteur en fait, notamment je dirais surtout par rapport à des représentations sociales. Certaines représentations sociales, quelles que soient les sociétés, mettent en lien un certain nombre d'amalgames, ou bien encore, comme vous l'avez cité, des confusions de terminologie. Et chaque société a un certain nombre de critères culturels, comportementaux, mais aussi sociaux, qui vont aborder donc seulement sur un angle les individus concernés. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, il va y avoir une certaine perception, mais une perception qui va se focaliser sur un détail ou une caractéristique. Et cette caractéristique, elle peut être, justement par ces représentations, augmentée, extrémisée, ou bien encore renforcée. C'est l'essentialisation. Alors, oui, ça en fait partie, tout à fait. Cela dit, dans vos exemples, déjà, justement les premiers de parcours, certaines représentations sociales sont aussi historiques. Tout ce qui est de l'ordre des terminologies dites situation de pauvreté et de précarité, il faut savoir que depuis plusieurs siècles, les représentations diffusées et transmises sont généralement négatives. Donc en fait, elle perdure. C'est une pérennité de représentation à travers un certain nombre, possiblement, de médias. Bruno Morel, vous en pouvez plus justement de répondre à une sorte de précommande. Allô Emmaüs, bonjour. Il me faudrait une Afghane de 25 ans qui n'a pas le voile, qui a des jolis yeux, qui accepte d'être face caméra. Vous en êtes aujourd'hui dans cette colère-là, vous, les associations caritatives? Alors en plus, en général, on nous demande, ça serait bien qu'elle vive dans une voiture et qu'elle travaille dans le Monoprix du 15e arrondissement. J'en rajoute un peu, je suis désolé, mais il faut que vous compreniez, je suis très frappé par le message de Corinne. Ce que dit Corinne, c'est la traduction exacte de toutes les difficultés qu'on a par rapport au témoignage. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les personnes à la rue, elles ont ou prises en charge dans les dispositifs, elles ont deux craintes. La première, elles ont de la famille. Elles n'ont peut-être pas envie que leur famille, qui ne savent pas ce
ce qui se passe, sont informés comme ça des difficultés. 2, il y a toujours l'espoir que ça ira mieux dans 10 ans. Et on est dans un phénomène de réseau où dans 10 ans, on n'a peut-être pas envie de revoir des choses négatives sur soi. Alors après, il y a toute l'histoire du casting que vient de dire Édouard, qui est extrêmement compliquée. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'une fois qu'on aura répondu à toute la commande, y compris le site, il faut être à tel endroit, avec telle lumière, etc. Après, il faut mobiliser les personnes. Il faut les sensibiliser, il faut les accompagner sur l'entretien. Il faut aussi mobiliser les équipes. Alors, je vais faire très caricatural, excusez-moi. Tout ça demande pas mal d'heures de boulot, pas de pause, c'est pour le JT du soir. On se débrouille. Des fois, vous venez, excusez-moi, vous passez toute l'après-midi chez nous. Au meilleur cas, il y a une phrase qui est reprise. Au pire, on ne sait pas ce que devient le reportage. Alors, c'est pas un problème d'ego, hein. C'est un problème qu'après, il faut gérer vis-à-vis des personnes. Parce qu'une personne à qui on parle d'invisible, mais à qui on donne la possibilité de faire entendre sa voix, après, c'est un peu compliqué en disant, vous m'avez saisi, et il se passe rien, et vous m'avez utilisé. Donc c'est ce genre, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à travailler des modes opératoires un peu plus simples. Et la tentation de nous envoyer chier, elle... Alors c'est arrivé. Non, mais... C'est arrivé. C'est arrivé. Ça arrive notamment sur quand il y a une exigence inacceptable du genre. Non, parce qu'en plus vous avez quand même une espèce de jeu un peu habile. Si on va pas chez Emmaüs, on ira à la Fondation Armée du Salut. Hein, on est un peu en concurrence entre nous tous. Et Dieu sait qu'on n'a pas du tout envie dans ces jeux-là. Alors effectivement, il y a par moment, on vous envoie chier, comme tu dis, notamment quand vous nous demandez tous la même question au même moment. Tiens, c'est Noël, ça. Au fait, si on faisait le réveillon des pauvres. Tiens, il fait chaud. Au fait, si on faisait comment on a soif dans la rue. Je vous assure que c'est extrêmement compliqué. Alors, il arrive qu'on vous envoie balader. Mais après, on sait bien qu'il y a une conséquence, parce qu'on a aussi envie que nos sujets soient portés, mais soient portés positivement. Alors, de grâce, si on arrivait à faire des sujets de fond, si on arrivait à les anticiper, et surtout, et après je vais arrêter ma liste de courses, essayez aussi de faire des reportages sur des histoires positives, sur des résultats positifs. Arrêtons de stigmatiser les publics sur leurs difficultés. On va parler de l'alcoolo, on va parler de la violence dans un centre, on va parler d'incidents qu'on a, mais on ne parle pas de ce qui se passe bien. Moi, je suis frappé sur le traitement des migrants. On a parlé sur les migrants de la France qui rejette, on n'a jamais ou peu parlé de la France qui accueille. Tu me fais une transition parfaite. Je voulais commencer par ça. Je vous propose d'écouter le témoignage d'Anouche, de Susanna, de Sakina, de Magina, qui représentent un groupe de 8 femmes qui, elles aussi, ont décidé de s'emparer de la question migratoire, avec tous les 1000 guillemets qui va autour, encore une fois. On a enregistré hier après-midi, elles avaient préparé leur texte, je suis venu, j'ai fait un petit montage hier soir. Périphérie. Périphérie.fr. Je ne suis pas migrant. Je m'appelle Sakina. Je suis la fille de Mohamed, fils de Omar. Je suis née le 20 novembre 1972 à Benissaf. Je suis algérienne, d'origine marocaine. Je suis mariée et la mère de 3 enfants, une fille et 2 garçons. Je suis une artisane dans le domaine de la couture. J'ai donné des cours. J'ai appartenu à une famille d'une classe moyenne. Nous avons des coutumes et des traditions. Nous ressemblons à toutes les familles algériennes. Je ne suis pas immigrant. Je ne suis pas immigrant. Tout ce qui stigmatise un être humain, lui reprochant d'être étranger, est loin de la réalité. Celui qui voit en son prochain un être différent se trompe en se limitant par une langue ou une frontière. Pour combattre les mots, il faut être sensible aux mots des autres et ne plus stigmatiser qui que ce soit. Je crois que ce qui est écrit sur ce qu'on appelle les papiers d'identité ne dit pas tout de la personne. L'identité, pour moi, ne se limite pas par une frontière ou une langue, afin d'être loin d'enfermer quelqu'un par notre regard, ou nos paroles, ou nos actes. Je m'appelle Susanna. Je suis arménienne. Je suis née en Arménie à Ichmiadzin, dans le village Apaga. J'ai 2 sœurs, Narina et Tatevik. Je suis l'aînée. J'ai fait 10 ans d'études à l'école de mon village.
Après, je fais 5 ans d'études à Erevan à l'université Khachaturi-Bovian. Je suis professeur de mathématiques. En même temps, j'étais caissière dans un supermarché. J'étais très contente. J'avais le métier que j'aimais et le travail que j'adorais. J'avais des patrons très gentils, des collègues sympathiques. J'ai connu Ike au travail et nous avons décidé de nous marier. J'avais tout ce que je voulais, mais la vie a décidé de changer tout ça. Je me suis retrouvée en France et là, tout a changé. Les gens, la manière de vivre, la culture, les habitudes, la langue. Ça fait 3 ans que je suis en France. Ici, mon rôle a changé. Je suis dans un lieu où je ne connais rien et je dois réussir à faire ma place ici. J'ai tout de suite commencé à apprendre la langue, à connaître des Français, mais je reste arménienne et mon corps est resté en Arménie où j'ai ma famille. J'ai toujours ma carte d'identité arménienne, mais je n'ai pas de papier d'identité français. Je suis immigrée. La carte d'identité, c'est seulement un papier administratif. Ça ne dit rien sur ma personnalité. Je ne suis pas qu'une étrangère. Nous avons tous la même racine, chers amis. Juste à cause de la vie, en tant que représentants de différents pays, nous avons des croyances et des traditions différentes. Aujourd'hui, je suis fière car j'ai l'occasion de découvrir la culture française. J'espère qu'un jour, le monde intérieur des migrants sera plus intéressant pour les médias que le nombre de migrants. Émilie Salva. J'en reviens à cette question, enfin moi qui m'a vraiment frappé dans tout ce travail qu'on a pu faire, d'être renvoyé à une cohorte, c'est-à-dire d'être un nombre ou d'être un titre. C'est récurrent, c'est tout le temps. En termes d'approche socio-anthropolique, on va rajouter voilà. Notre angle d'approche, on avec va des dire. mots compliqués, quoi. Pas vraiment, non, pas du tout. Quoi qu'il en soit, effectivement, on va axer sur une terminologie, un terme, un titre. Et en soi, cela va encore une fois focaliser sur un détail, une Parce caractéristique. Que, si je résume, Anouche, Susanna, Sakina et Magina, en fait, le terme générique pour parler d'elle, c'est sans papier. Alors, en soi, c'est ce qu'on appelle une catégorisation sociale, hein, clairement. C'est-à-dire qu'on va catégoriser sous cette terminologie un ensemble d'individus qui n'ont pas forcément d'ailleurs du tout les mêmes parcours, ni les mêmes perspectives, vie, ressentis, mais on va les considérer comme un groupe avant des individus. Donc en fait, effectivement, ça revient au terme employé d'un des témoignages, il y a une certaine déshumanisation, et on va être plutôt sur de l'identité virtuelle. On va virtuellement considérer que tous ces individus sont les mêmes, sont similaires. Alors que c'est faux, hein. C'est complètement faux. La revendication qu'il y a dans les témoignages, si l'une de vous êtes toutes les 4 là, hein, si l'une de vous veut dire un mot, n'hésitez pas. Non parce que la revendication qu'il y a dans ces témoignages, c'est « je ne suis pas une migrante et je ne suis pas qu'une étrangère ». Philippe Marquez, vous avez, il y a quelques années, créé le Canard du coin, ça s'appelait. Est-ce qu'il faut une presse particulière, des médias spécifiques pour justement accueillir une parole spécifique? Bonjour, en fait c'est assez rare que je sois invité comme spécialiste d'une question. Là je vais donc représenter un peu la presse, on va dire, alternative. Moi j'aurais tendance à être partagé sur cette question-là, je dirais par la force des choses, pour pouvoir parler des populations qu'on appelle invisibles, ou en tout cas invisibilisées plutôt, on va être forcé à des moments, quand on veut donner à voir, de créer des structures alternatives pour en parler. Donc concrètement à Tours, si vous voulez qu'on parle de certains sujets dont la NR ne parle pas ou dont TV Tours ne parle pas, République. Voilà, on va être obligé de créer des structures parallèles qui ont leur temps. Donc on a eu plein d'expériences de presse alternative à Tours, mais qui ont toujours très peu duré. 2-3 ans, voilà, parce que c'est compliqué, parce que c'est évidemment bénévole, voilà. Donc je suis partagé, je dirais oui, dans une certaine mesure. Et mon autre point de vue serait de dire non, on ne devrait pas créer de structures alternatives. On devrait plutôt se battre pour qu'à l'intérieur des médias de masse existe cette représentation-là, et que du coup toute l'énergie qu'on va mettre dans la construction de médias alternatifs, c'est l'énergie qu'on ne mettra pas à revendiquer
auprès des structures existantes la place qui est due à toute. Alors parce que là on parle effectivement de ce que je disais, invisibilisation, mais on va dire que moi j'aurais tendance à généraliser en disant que c'est la classe populaire qui n'est pas représentée, ou alors quand elle l'est de façon stigmatisante dans les médias traditionnels. Est-ce qu'une caricature positive a une quelconque chance de répondre ou de désamorcer une caricature négative ? Est-ce que raconter la belle histoire, en quelque sorte, c'est utile, c'est efficace ? Moi, j'ai été plutôt friand de pas mal de médias à une époque. Ça m'a jamais trop attiré. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des belles histoires dans les classes populaires. J'ai pas besoin qu'on m'en parle. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des rapports de force à l'intérieur de la presse, enfin de ce que je peux de comprendre des mécanismes sociaux, de savoir pourquoi les gens sont à la rue. C'est pas que je sais qu'ils y sont. Pourquoi il y a et donc si la presse m'en donne pas et qu'elle me donne à la place des belles histoires qui pourraient peut-être parfois dire regardez, si on veut on peut, ce qui est la négation totale de la sociologie. C'est pas vrai, c'est pas si simple, sinon tout le monde pourrait, hein. Je veux dire, sinon on serait tous riches, tous en bonne santé. Donc il ne s'agit pas de... j'ai peur que ça fasse ça. C'est-à-dire que j'ai peur qu'à force de dire il y a des belles choses, en voulant donner une autre image, on puisse faire croire, si vous voulez, que ce n'est que aux individus de se prendre en main, et ce n'est que à l'individu d'être responsable ou pas de son sort. Justement à ce sujet-là, signalez-vous si vous voulez intervenir, parce que... Ouais. Vous prenez un micro ? Je suis vraiment intéressé par ce que la question que vous avez posée, parce que je fais faire mon mémoire médiatique sur la politique migratoire de l'Union européenne, et je me demande si parler des belles histoires, ça va pas avoir l'effet inverse. Est-ce que justement en racontant les choses, les mauvaises histoires, ça va pas un peu plus sensibiliser les gens ? Moi, j'aurais tendance à dire que raconter un peu la misère, c'est peut-être un peu sensationnaliste, mais ça va peut-être plus sensibiliser les gens que de dire regardez comme c'est beau, regardez la belle histoire. Ça aurait une vertu de responsabilisante, à vos yeux. L'un d'entre vous a envie de... Bruno ? C'est pas forcément de parler des trains qui arrivent à l'heure. On parlait de la presse, de l'autre presse. Pour vous signaler qu'il y a une exposition ici même sur l'un des plus anciens journaux de ce qu'on appelait à l'époque la contre-presse dans les années 70, ça s'appelait Le Petit Rouge de Touraine, c'était ici, c'était à Tours, ça a duré 4 ou 5 ans, j'ai fait partie de cette chose-là dans une vie antérieure, pour ça que j'en profite, et il y a une expo qui est ici dans la grande salle. Et effectivement, c'était des sujets dont on parlait, et à l'époque on n'avait pas cette préoccupation d'essayer de montrer les côtés positifs, montrer qu'il y a du soleil au bout, forcément. C'est pas vrai. On n'était pas du tout dans cette optique-là. Mais il y avait un besoin. Parce qu'il y avait, et il y a toujours, et c'est toujours les mêmes sujets, dont la grande presse, qu'on méprisait beaucoup déjà à l'époque, on appelle la presse mainstream maintenant, c'est le nouveau mot, c'est à la mode, ne parle pas, jamais. Justement Alain, avec Guylaine, vous êtes là, vous présentez, vous êtes deux des responsables d'une émission qui s'appelle Salon de pauvres sur Radio Béton. Ici, c'est tous les 2e mardis du mois entre 15 et 16, si ma mémoire est bonne. Avec compte Twitter et tout, mais Guylaine vous donnera tout ça. Qu'est-ce que c'est que de faire une émission pour les pauvres ? Justement, c'est une boutade. J'ai bien compris, mais le titre est parce que on a d'abord parce qu'on se prend pas au sérieux, et deuxièmement parce qu'on n'est pas des journalistes. Et ça, pour moi, c'est important. Nous, on regarde pas ça comme un sujet avec un œil extérieur, avec ce fantasme de l'objectivité.
C'est vous, en fait. Nous, on est dedans. On a les mains dans le cambouis. Non, mais c'est vous que vous racontez vous-même. C'est ça l'idée. Voilà, c'est un dispositif du revenu du RSA, pardon. Ouais. Et c'est dans ce cadre-là que vous avez créé cet outil. Guylaine, peut-être. Voilà. Ce qui nous avait réunis, c'était quand on a commencé à évoquer ce projet, on a fait une affiche, une petite affichette, et en haut de l'affiche, il y avait ça. Nous sommes bénéficiaires du RSA. On nous appelle profiteurs, feignants, assistés, cassos, bons à rien. Aujourd'hui, nous allons faire entendre notre voix. Voilà, c'est comme ça que tout est parti. Oui, en effet. Alors donc notre émission, il y a beaucoup de choses à dire sur notre émission. Je vais essayer d'être courte sur le sujet, mais le but, c'est en fait entre personnes allocataires de minima sociaux de se rencontrer, d'échanger personne à personne et de créer du lien. La grande difficulté qu'on rencontre quand on est dans une situation difficile, c'est qu'on est vite marginalisé, justement, à l'écart de la société. On se renferme sur soi. Or, on est toujours un membre de la société. Et ce qu'il faut essayer de faire comprendre et pour créer du lien, justement, c'est d'aller vers les autres et l'émission a ce but. Nous avons beaucoup de rubriques dans notre émission, mais en particulier, nous recevons, par exemple, les représentants d'un garage solidaire, une coiffeuse solidaire à domicile qui se déplace et dont les prix sont très modiques. Nous donnons des informations sur toutes les sorties culturelles gratuites qui sont à la disposition des gens. Il y a quand même des dimanches où les musées sont gratuits, etc. Enfin bon, beaucoup de choses comme ça. Nous avons aussi reçu, mais toujours sur un pied d'égalité, Serge par exemple qui est venu témoigner parce qu'on a eu une thématique sur l'addiction. Des thématiques aussi sur les projets sociaux, sur les associations, etc. Enfin, donc, nous recevons un maximum de personnes. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que nous ne sommes pas créateurs dans la nature de quelque chose de cette émission. Nous travaillons en lien très étroit avec le conseil départemental, car c'est au sein alors je rappelle, Martin Heich a créé la loi RSA en 2008, revenu social d'activité. À l'intérieur de cette loi, dans sa grande sagesse, donc le législateur a décidé que les usagers devaient faire partie, devaient pouvoir s'exprimer. Et ici, donc, au conseil départemental d'Indre-et-Loire, il y a des groupes ressources qui ont été créés, ouverts aux bénéficiaires du RSA. Donc c'est le lieu où les gens peuvent se faire connaître, échanger. C'est bénévole, c'est volontaire, sur la base du volontariat. Et donc, dans notre groupe ressources de Tours-Nord, mon conseil, nous avons créé un intergroupe sur le thème de la lutte contre la stigmatisation. Et ensuite est née l'idée, grâce à Alain, de créer une émission de radio. Et le but, c'est vraiment de mettre en lien tous les éléments qui peuvent être notamment les ressources auprès des travailleurs sociaux, de l'ensemble des ressources départementales de l'insertion pour nous aider, pour dire aux gens, voilà, tout ceci est à votre disposition, n'hésitez pas à pousser la porte d'une maison départementale de la solidarité, venez échanger avec nous. On a une page Facebook qui s'intitule Salon de pauvres, un compte Twitter, Salon de pauvres. On a créé un blog de groupe ressources hier, groupe ressources 37. Enfin voilà, on a. Oui. Il est en construction, hein. Vous précipitez pas. Donc, le but, c'est vraiment cet échange sans avoir peur, sans avoir de culpabilité, sans être inquiet. Il ne va rien se passer de négatif. Au contraire, tout ce qu'on pourra trouver comme solution positive, d'aiguiller les gens vers les bonnes portes, les bons bureaux, les bonnes personnes. C'est le but de notre émission. Et on a aussi une page Facebook. Alors elle porte pas le même nom que l'émission. Ça se complique. C'est un petit peu plus long. Ça s'appelle Bénéficiaires du RSA, des gens comme les autres. Bon, c'est pas très difficile à s'en souvenir, mais il y a régulièrement plusieurs centaines d'échanges chaque mois sur les sujets les plus divers et bien entendu. Tout le monde, il n'y a pas besoin d'être au RSA pour aller regarder là-dessus. Tout le monde peut y aller. Et si vous connaissez des gens qui sont malheureusement au RSA, dites-leur, allez voir ces supports-là.
vous avez l'impression que les gens que vous invitez à un salon de pauvres, ils n'oseraient pas parler dans d'autres médias. Il y a quelque chose, moi, toujours dans cette préparation qui m'interroge. C'est à la fois travailler avec vous sur ces quelques séquences, ça a été à la fois la très grande méfiance, voire la très, très grande défiance qu'il y a vis-à-vis des journalistes, mais aussi, et on l'a bien vu dans tout le travail, et on va ensuite donner la parole à Pauline, cette volonté que vous avez de se raconter. Est-ce que vous pensez que, en fait, finalement, vous faites tomber une peur ? Ben oui, mais c'est certain. D'abord, on n'est pas dans un média neutre. Radio Béton est une radio locale. C'est une radio connotée rock, mais pas seulement. Elle est issue directement de l'époque du mouvement des radios libres et elle en a conservé les valeurs. Elle n'a pas été rachetée par un groupe, Lagardère y est pour rien. Il y a quasiment pas de publicité. C'est pas qu'on soit contre par principe, bien que certains d'entre nous le soient, mais c'est que tout simplement on va pas particulièrement la chercher, sauf sur des projets précis où là il faut absolument des budgets, et comme les collectivités locales sabrent dans les subventions depuis des années et des années, on est bien obligé de se débrouiller autrement. Mais je veux dire, c'est pas un média neutre, c'est un média où on peut se sentir un peu chez soi, donc on peut se lâcher. Voilà. Justement, Pauline, vous, dans le travail préparatoire que vous avez fait, vous avez choisi, vous avez décidé de faire un texte sur l'effet miroir que vous renvoie la presse. Globalement, on s'est dit, vous sortez de la gare de Tours, vous tombez sur un dos de kiosque, et qu'est-ce que ça vous renvoie comme image de vous-même, parce que vous êtes globalement, pour le dire vite, là aussi c'est très réducteur, mais ce qu'on appelle une chômeuse de longue durée, quoi. Périphérie. Périphérie.fr. Effectivement, donc je ne sais pas si là, pendant les assises du journalisme, il y a eu la une du Point qui est sortie, avec en couverture notre président Emmanuel Macron, et cette interrogation, va-t-il toujours faire payer les mêmes ? En sous-titre, classe moyenne, classe supérieure, vache à lait de l'État. Ce qui veut dire, alors il faut voir ce que ça dit et ce que ça ne dit pas, en fait. Le sous-entendu là-dedans, c'est que c'est encore ces salauds de pauvres, pour le coup, qui vont probablement téter dans leur assistanat ce pognon de dingue qu'il coûte à la société française. Alors, la semaine dernière, Nicole Belloubet affirmait aussi qu'un chômeur sur 5 était plus payé au chômage que quand il travaillait. Donc ça a été repris par Le Figaro, l'Express, tous les quotidiens. Quand Alternative économique a fait un démenti, a démonté cette affirmation, c'est resté très confidentiel. Donc voilà, je me dis, quand j'ai éteint, moi, il y a longtemps, ma télévision pour éviter ce genre de choses que je trouve un petit peu agressives, mais je ne peux pas éviter les kiosques. Donc voilà, me revoilà mise au banc des fraudeurs et des assistés. Alors pour voir comment les médias parlent du chômage et des chômeurs, du coup je me suis intéressée aux unes de presse depuis... alors je ne suis pas remontée trop loin, je suis remontée au moment de la fusion de la NPE et des ACDIC, au moment de la création de Pôle emploi, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Donc en fait le chômeur dans les médias, alors j'ai fait un peu une enquête à charge, il y a quand même... Donc le chômeur, quand il n'est pas une statistique, est régulièrement présenté comme un assisté, voire un fraudeur. Et c'est surtout à l'arrivée des beaux jours, en fait. Comme quand le salarié part en vacances, la presse aime à lui rappeler que d'autres sont en vacances tout le temps, et en plus à ne rien faire avec l'argent des autres. Donc en avril 2011, on a BFM qui dit enlever le RSA aux chômeurs pour stopper l'assistanat. Là, c'est une question. Donc pour ceux qui sont un peu pointus, qui connaissent les problématiques, RSA, allocation chômage, c'est pas tout à fait la même chose. Là, ça peut mettre une petite confusion dans la tête des gens. En août 2011, Le Figaro nous informe que le fichier des allocataires sociaux va être bientôt opérationnel. Donc moi, personnellement, ça m'a fait un petit peu peur.
En 2012, l'Express se pose encore la question, les chômeurs sont-ils des assistés ? On a toujours le point d'interrogation, mais il ne va pas tarder à partir, vous allez voir. Alors en décembre 2013, allocation chômage RSA, la vérité sur la France des assistés, toujours dans l'Express. Alors en sachant que cette enquête-là, elle a quand même été complètement démontée par un journaliste sur le blog de Mediapart, mais c'est resté aussi très confidentiel. Je parle même pas de valeur actuelle parce que là, on a un festival où se mêle un peu tout, hein, avec quand même les immigrés et l'assistanat. Là, il y a une petite tendance comme ça. Le Figaro en 2018, on a un peu de modération, trop d'aide sociale ou pas assez d'emploi. Là, on peut se dire, il y a un début de question qui peut m'intéresser, ce qui peut me concerner et me revaloriser. Mais un peu plus tôt en juin, la question c'était prestations sociales et pauvreté, la générosité française en question. Donc quand même, la France est bien généreuse avec l'assisté que je suis. De même, le Figaro constate en août 2018 que 12% des demandeurs d'emploi ne cherchent pas d'emploi. Alors on aurait pu dire 88% des demandeurs d'emploi cherchent un emploi. Ça aurait été présenter les choses un peu plus positivement et de manière un peu plus honnête. Et puis là-dessus, on a eu la présidence de Macron avec des petites phrases, traverser la rue. Alors à ce propos, traverser la rue, ça me fait rire parce qu'en fait, si quelqu'un s'intéressait un peu aux pôles emploi qui sont sur notre territoire de Touraine, vous verriez que les arrêts de bus ont été délocalisés à 50 ou 100 mètres de tous les pôles emploi depuis qu'il y a le tram et le nouveau réseau fil bleu. Donc des fois, il suffit pas de traverser la route. Même pour les handicapés à Tournord, il faut faire 100 mètres sur une route qui monte. Et comme c'est la GFIP, en fauteuil roulant, vous pouvez le faire. Donc voilà, le pognon de dingue, traverser la rue. Qu'est-ce que vous voudriez lire parce que au-delà de cette... je peux entendre la violence que vous ressentez de ce que vous dites dans stigmatisation. Qu'est-ce que vous voudriez voir comme enquête ? Eh ben, j'y viens à ce que je vis en fait. Ce que j'aimerais lire, c'est ma réalité de demandeuse d'emploi. Alors je vais vous faire un petit topo sur mon parcours. Je suis née dans les années 70, après les premiers chocs pétroliers, et donc au début d'une crise qui est maintenant devenue un système. Et ma vie professionnelle, à l'image de ma vie tout court, n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai toujours entendu parler du chômage, jusqu'à le rencontrer en 97, personnellement, à ma première inscription à la NPE, qui n'a malheureusement pas été la dernière. On m'a dit à ce moment-là que je n'avais pas à avoir honte. J'avais moi-même mes préjugés sur les demandeurs d'emploi, puisque, comme je vous l'expliquais ce matin, j'allais à la NPE à l'époque, au moment des Feux de l'amour, en me disant qu'il y aurait moins de monde. Donc voilà, j'avais mes propres préjugés avant d'avoir un parcours d'accompagner. Moi, voilà ce que j'aimerais entendre. Les réalités de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, ce qu'a été la fusion de Pôle emploi, qui est devenue en fait quelque chose qui n'est plus de l'ordre du public, qui est devenu une entreprise. Alors il y a eu une émission Les Infiltrés en 2013, où les gens de Pôle emploi, les salariés, disaient que ils avaient des portefeuilles clients, qu'ils étaient un peu dépassés. Voilà, il y a quand même eu des voix qui ont dit non, la réalité... Voilà, il y a ce que j'aimerais voir dans les médias, ce que j'aimerais qu'on dise, c'est ce que fait l'ATD Quart Monde quand il donne les réels chiffres de la pauvreté, de la précarité, des gens qui recherchent, pourquoi ils sont dans ces situations, que les médias donnent la réalité de ce qui se passe dans l'accompagnement, comment l'argent qu'on a cotisé quand on a travaillé pour être accompagné est redistribué au privé, et qu'on se retrouve dans des lieux parfois tout miteux, on se dit je vais prendre un cancer avec l'amiante, en face de gens qui sont un peu moins précaires que nous et qui sont obligés d'être là tout le temps, eux, mais voilà. Et qu'on donne la réalité de ces courriers qui se croisent, de ces périodes de carence où quand on perd un emploi, on se retrouve pendant 45 jours sans un sou, et que s'il n'y avait pas des inclus, qui sont encore un peu gentils avec nous, qui sommes devenus exclus, on se retrouverait complètement sur le carreau. Vous avez l'impression que cette histoire-là, cette narration, elle est absente des médias ? Je dis pas qu'elle est absente, elle est présente. Je vous dis, il y a de temps en temps, ce discours peut être entendu, mais c'est pas le discours majoritaire, et c'est un discours en plus qu'on a l'impression
qu'on cherche à étouffer, qui ne veut pas être entendu, puisque en fait c'est cette caricature de 2 personnes, il y a 10 pommes, quelqu'un en prend 9, en donne une à l'autre et dit attention, le chômeur va te la prendre. Donc c'est un peu, on a l'impression que les médias, eux, veulent nier cette réalité, rendre le chômeur responsable de son état. J'aimerais bien que les médias rendent compte vraiment de comment le marché du travail est cassé, comment c'est compliqué, comment 25% des salariés sont sous psychotropes. Et j'aimerais bien que les médias rendent compte de la difficulté d'être dans la précarité, de ce que ça induit en termes de santé physique, en termes de santé mentale, en termes de dérapage dans des addictions notamment, en termes de tout ça. Et l'accompagnement qu'il y a derrière, la réalité de cet accompagnement. J'ai jamais vu quelqu'un à la sortie de Pôle emploi me demander comment je l'avais vécu. Alors je me dis que si un jour je m'immole dans l'agence, peut-être que des journalistes viendront, et c'est bien malheureux qu'on en soit là. Il y avait une question, une remarque au fond de... Merci Pauline. Oui, ce que vient de dire Pauline, c'est aussi, ça rejoint à ce que disait Alain Guilaine tout à l'heure pour moi. Et la question que vous avez posée, des belles histoires et des mauvaises histoires, ou je ne sais plus comment elle les a qualifiées les autres. Et de quoi il faut parler dans la presse, la question que vous vous posiez, monsieur. Et moi, j'ai l'impression que la réponse, elle est dans tout ce que vous êtes en train de dire les uns et les autres, enfin un élément de réponse, c'est-à-dire que pourquoi vous dites qu'il faudrait raconter autre chose que les belles histoires? Qu'est-ce qu'on appelle belles histoires et mauvaises histoires? C'est ça qui fait du lien. On peut continuer à raconter, chercher à raconter des mauvaises histoires, mais alors on va stigmatiser autrement, mais c'est tout. Et nous, ce qu'on cherche, et ce pourquoi on est venu ici parler, c'est pour se dire comment on peut faire du lien, comment la presse, les médias peuvent être un outil pour faire du lien. Je pense que si on raconte les mauvaises histoires, quelle que soit la catégorie sociale, le nombre de personnes, le style de personnes dont on va raconter les mauvaises histoires, ces personnes-là ne se sentiront pas reconnues et respectées et ça ne servira pas à faire du lien. On continue à faire de la stigmatisation, mais autrement. Moi, je vais rebondir sur l'histoire des belles histoires. J'ai employé ce terme-là, mais dans un sens très précis. Moi, j'étais très frappé de ce qui s'est passé par les centres d'hébergement qui ont été bloqués. On a un centre d'hébergement qui a été brûlé la veille de l'ouverture et la presse ne s'intéressait qu'à ça. Et ce qu'il faut arriver à montrer, c'est qu'il c'est pas des belles histoires, c'est qu'il y a des dispositifs qui existent et qu'on arrête de penser que les gens sont dans une approche consumériste. Pour l'instant, prenez l'histoire des propos de Marine Le Pen. Les propos scandaleux qu'elle a tenus sur les migrants qui touchaient plus que les retraités. Ça n'a réagi que parce qu'elle avait fait une fake news. Faisons des dossiers de fond en disant c'est quoi la prise en charge du chômage à l'heure actuelle, c'est quoi un migrant qui arrive, il a le droit à quoi. Moi je le redis, il faut dire qu'un migrant qui arrive, il a le droit à rien. Tant qu'il n'aura pas un statut, il n'aura rien. Donc c'est ces sujets-là qu'il faut aborder. Moi ce que j'ai envie d'en appeler, c'est à des traitements de fond et sur la durée. Arrêtez de réagir par rapport aux conneries qui sont balancées par X ou Y personnes. Ce que tu nous dis à travers les lignes, c'est qu'on ne travaille pas assez, quoi. Ce que moi j'appelle un vaste partenariat avec les professionnels. Alors peut-être que nous aussi on communique mal, qu'on soit plus clair sur ce qu'on fait, qu'on explique ce que sont et qu'on travaille effectivement à long terme et qu'on fasse des sujets de fond et pas c'est l'hiver. Vous savez, l'hiver dernier, on a ouvert parce qu'il a neigé. J'avais BFM toutes les heures qui venait faire un reportage. Et il me disait 1 heure après, alors c'est quoi votre sentiment? Je dis, il dort toujours. Par contre, personne n'est venu nous voir une fois que les dispositifs ont fermé pour dire que sont devenues les personnes. On les a mis à l'abri, il y a de la neige. Alors là, on y va, c'est vachement intéressant. Par contre, il fait beau et tant mieux, et on arrête. Personne ne se pose la question de que deviennent ces gens. Sur ce que tu indiques, sur la dimension explicative, qui devrait être beaucoup plus approfondie par les médias, dans ton exemple sur l'hiver et l'été, de personnes justement qui auraient besoin d'un hébergement, on pourrait faire du lien aussi avec des experts, disciplines telles que, sans vouloir prêcher ma paroisse, sociologie, anthropologie, histoire, entre autres économie, qui démontrent aussi justement avec des enquêtes dites objectives, différents outils, à la fois s'intéressent aussi au vécu
des individus et qui, justement, sont aussi des outils qui pourraient être utilisés par les médias. Et à ce niveau, justement, il y avait une recherche de Julien Damon sur les sans domicile fixe et le prisme dans les médias. Et c'était très bien vu. En fait, on s'intéresse particulièrement aux sans domicile fixe pendant l'hiver. Pourtant, tout ce qui a été démontré, c'est qu'en été, il y a autant, voire plus, tout à fait, effectivement, de décès. Mais c'est plus sensationnel. Et puis c'est à un moment donné où tout d'un coup il va y avoir plus de dispositifs en hiver. Donc est-ce qu'on parle de médias sensationnalistes ou bien encore explicateurs, voire même rendre intelligibles justement certaines réalités? Juste préciser mon impression par rapport à tout ça, parce que dans notre émission, on va parler aussi bien de choses qui nous révoltent. Je prendrais par exemple le refus de la CMU par certains médecins. On a fait un certain nombre de missions avec des témoignages là-dessus. Et puis, la rubrique d'après ou l'émission d'après, on va inviter cette fille qui s'est reconstruite et qui est devenue coiffeuse itinérante et à des prix très très bas, ou le garage associatif. Donc on sera dans la nouvelle positive. C'est-à-dire que comme si l'un confortait l'autre. J'entends bien. En revanche, les journalistes sont quand même un peu coincés entre parfois le marteau et l'enclume. Globalement, si on donne de la chair, on court au risque de faire ce que le grand public appelle de la presse sensationnaliste, d'aller chercher l'émotion, d'aller faire les tire-larmes. Et si on ne le fait pas, on survole. Elle est quand même pas facile à résoudre, cette équation. Oui, bien sûr qu'elle est pas facile, mais bon, le sensationnalisme à lui tout seul, si on va jusqu'à sa propre caricature, c'est BFM. Je veux dire, si tu t'immoles par le feu, à partir d'1,50 m de flamme, t'es sûr d'avoir BFM. Guylaine, Philippe, et là il y a une question. Juste ajouter que ce dont on a besoin de la part des journalistes, c'est du journalisme d'investigation, avec des enquêtes profondes qui mêlent les enquêtes de terrain, la réalité avec les personnes qui vivent des situations diverses et variées. Les spécialistes, Émilie Salva était aussi une de nos invitées lors d'une émission, mais aussi on aurait dû faire ça dans votre studio. Hein. Ouais, les institutionnels. Nous avons chaque année, nous recevons Monsieur Vincent Louot, qui est conseiller départemental chargé de l'insertion, etc., et qui vient nous parler de ce qu'il met en place, etc., et qui soutient notre émission aussi. De même, je vois Monsieur Bourdet qui est là, directeur de l'insertion. Enfin, donc, c'est-à-dire que c'est un ensemble de choses qui fait que nous sommes tous liés dans la même société. Si on sépare les gens en disant il y a les bons, ceux qui sont les bons exemples, et puis les mauvais qu'on laisse de côté, eh ben on se prive de la réalité, de la richesse humaine que représente l'ensemble des personnes qui constituent cette société. Donc il faut ramener tout le monde vers le bon cercle et se dire que tout sert. Les institutions servent. Il ne faut pas être ni contre les journalistes, ni contre les institutions, ni contre les, je ne sais pas moi, la médecine, les soins. Il faut vraiment faire groupe. Et le but, c'est de ramener les gens vers le centre. Bonjour. Merci pour vos témoignages et c'est passionnant. Pour moi, c'est le débat le plus intéressant depuis mercredi. Non, c'est vrai. Non. Alors moi, je suis journaliste. J'ai travaillé en presse généraliste pendant quelques années. Je suis journaliste pigiste, donc un statut qui est assez particulier puisqu'on a plusieurs employeurs et on est payé à la pige, donc à la mission. Au début, lorsque je travaillais pour un titre national belge, parce que je viens de là, lorsque je parlais de sujets, moi j'ai fait mon mémoire sur la migration, sur les refus à la frontière qui sont en fait liés à un quota en Belgique. Lorsqu'on a dénoncé ça, voilà, donc le sujet est sorti et à la suite de ça, voilà, on veut aller plus loin, donc on veut faire de l'enquête. Et en fait, au deuxième sujet, on dit ok, très bien, donc là tu auras 3000 signes, donc c'est pas grand-chose. Puis on me dit au sujet suivant, non mais c'est pas sexy quoi. On en a déjà parlé. C'est pas sexy. Alors le c'est pas sexy, je l'ai beaucoup entendu
Et aujourd'hui, j'ai la chance de travailler pour une presse spécialisée destinée aux médicaux et aux travailleurs sociaux. C'est passionnant parce qu'on a le temps, on a un peu plus de moyens aussi, c'est super. Mais il y a une frustration parce qu'en fait, on sait qu'on est peu lu. Alors, on est lu par les bonnes personnes parce qu'on se dit, lorsqu'on va parler d'une initiative positive, moi en région PACA, ça va pouvoir essaimer, c'est passionnant. Mais on se dit, moi je travaille beaucoup sur l'accès aux soins des minorités marginalisées. C'est un terme, je me demande souvent comment le dire. Là, on a fait un travail sur les personnes transgenres et comment elles sont reçues à l'hôpital. C'est un thème c'est un scandale. Et en fait, je sais que ça a été lu uniquement par les soignants qui lisent ma revue. Donc, je sais pas, 10 000 abonnés, je sais pas. Et on se dit, mais ça, il faut... Et alors, quand on propose ces sujets-là à de la presse généraliste, en tant que journaliste pigiste spécialisé, soit on n'a pas de réponse, et vraiment, on est dans 8 cas sur 10, où on n'a pas de réponse. Soit on nous dit, c'est pas sexy, c'est trop anglais, ça va pas parler à assez de gens. Enfin voilà, je veux pas, c'est pas misérabiliste comme témoignage, c'est juste pour que vous ayez ce son de cloche aussi. Et souvent, voilà, et on est aussi nous, pas tous les pigistes et heureusement, mais beaucoup d'entre nous sont précaires aussi et doivent jongler entre aussi parfois des titres qui vont nous payer, pour lesquels on va faire des articles avec lesquels on n'est pas à 100% d'accord, mais qui vont nous permettre d'enquêter après sur d'autres sujets, pour lesquels on va peut-être publier sur Bastamag, sur Reporter, sur des sites auxquels on croit, mais qui nous paieront moins, voire pas pour certains magazines. Certains étaient là il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est juste un témoignage, je ne veux pas prendre plus la parole, mais je voulais faire entendre ce son-là. Philippe, je vais rebondir parce que je pense qu'il y a justement une alliance pour moi à faire entre en fait la grande majorité de ce qu'on appelle les journalistes qui sont en fait dans une précarité comme dans toutes les boîtes. Je veux dire, on a aujourd'hui des ouvriers journalistes qui doivent débiter au kilomètre de la brève de l'article, voilà. Là où on marche un peu sur la tête, c'est que souvent ils défendent pas non plus leurs conditions et ils se retrouvent parfois. Moi, j'avais rencontré une fois une journaliste de France 3 qui m'avait dit, si je fais un sujet par an, je suis contente. Et je lui ai dit, mais vous vous rendez compte la souffrance au travail que vous devez vivre? Bon, voilà. Et je dis ça en passant. Moi, là où je voulais rebondir, c'était dire à la question comment on fait pour soit on tombe dans le truc que tu as dit et j'ai pas dit soit hein. Non, bien sûr. Il faut trouver la ligne de crête entre les deux. Et je pense que au vu de la situation aujourd'hui des travailleurs de la presse et pas que de la presse, de la production d'informations, en fait, on n'a plus le temps de penser. Et sincèrement, moi je le dis avec beaucoup de respect de ce que j'ai pu vivre à la dernière réunion et encore aujourd'hui, la qualité du travail qui a été effectué par ce groupe est quelque chose d'incroyable au vu de ce que je peux voir par ailleurs chez des journalistes je suis pas non plus un spécialiste, mais je veux dire, en lisant certains articles, on se dit ils n'ont pas travaillé. C'est pas une question d'angle, il n'y a pas de travail. Quand vous savez que dans des grandes écoles de journalisme, on n'a plus de bibliothèque, il y a eu une époque dans les années 2000 où la bibliothèque avait été fermée pendant plusieurs années à la plus grande école de journalistes parisienne, c'est honteux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes qui choisissent la carrière journaliste, qui après le bac font 2, 3 ans, 4 ans, ils sont tout de suite sur le terrain, et je suis désolé, on va apprendre beaucoup plus de gens qui ont de la bouteille, qui ont eu le temps de travailler, que parfois ceux qui ont la mission de nous informer. Et voilà. Et je pense que un des fonds du problème est celui-là. Et je rajouterais à la dame qui nous a dit que c'était le meilleur débat. Moi, je pense que ce qu'il faudrait revendiquer, c'est qu'on puisse l'année prochaine être de nouveau invité aux assises, mais pas dans une salle mais dans une grande tribune. Et c'est à ce moment-là qu'on aura considéré, qu'on a donné la place à cette question. Parce que cette question, elle est hyper importante. On voit aujourd'hui les mouvements sociaux qui sont en place, qui sont dans une détestation du milieu du journalisme. Et aujourd'hui, aux assises, je jette pas la pierre aux organisateurs, mais on est dans un système qui on ne s'autorise pas à donner la place à une parole. Voilà. Je reviendrai pas sur les 2 titres de cet atelier. Il y a eu 2 titres, un dans un dépliant, un dans le programme officiel.
Et donc, dans un des deux titres, on a supprimé le mot stigmatisé, c'est-à-dire qu'on peut même pas se dire, c'est un mot, moi je l'ai noté comme ça, il paraît donc impossible pour des organisateurs de débat de laisser dans un titre la stigmatisation, qui était le mot choisi. Non, c'est un peu plus D'accord, c'est plus compliqué. Voilà, mais pour le coup, marginalité, moi quand j'ai lu le titre de marginalité, franchement, j'ai rien compris. Et quand j'ai invité des gens à dire la marginalité dans les médias, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, le mot marginalité, précisément, est un mot stigmatisant. Je voudrais, il y a quelques questions. Avant, je voudrais donner la parole à Jean-François pour le dernier des témoignages, justement, parce qu'on est sur... Jean-François a décidé, lui, d'écrire un texte sur une vision un peu plus générale, un peu plus globale, et qui rebondit sur ce que vient de dire Felipe, sur une sorte de journalisme d'a priori, en fait, qui nous est de plus en plus reproché. Bonjour, je vais me lever parce que comme je suis au premier rang, ce sera un petit peu plus pratique. Donc je m'appelle Jean-François, j'ai 52 ans, donc là je ne vais pas apporter un témoignage comme l'ont fait mes camarades de l'association, mais plutôt une vision qui m'est propre de ce que je pense des médias. Donc depuis de très nombreuses années, donc je suis l'information d'une oreille plus ou moins attentive en fonction des sujets qui font la une et qui m'inspirent ou pas, en fonction de mes centres d'intérêt. Alors, certains d'entre eux deviennent rapidement du bourrage de crâne, une sorte d'intoxication, donc j'ai inventé une expression pour ça, je l'appelle la bolimico-médiatique. Et en premier exemple, je citerai les horreurs des attentats qui ont frappé notre pays, entre autres il y a quelques années. Donc les médias se sont rués sur cette actualité, de là à monopoliser tous les supports qui étaient au maximum à leur disposition. Et j'ai pensé à l'époque que ces attentats étaient beaucoup trop médiatisés, trop mis en avant, et j'avoue avoir tenu des propos extrêmement racistes envers la population musulmane. J'avoue être tombé dans le piège de l'amalgame. Je pense que tout ça c'est dû à une mésinformation, un manque de culture générale de ma part. Toutes les religions ne sont pas comme ça et eux non plus. Donc je suis tombé dans le principe de la stigmatisation d'une population qui est elle-même victime d'une minorité de frappadingues et qui malheureusement donne une mauvaise image de toute une population. Et le terrorisme n'est pas représentatif d'une religion et malheureusement je suis tombé un petit peu dans le piège. Bon, je vous rassure, j'ai grandi depuis, je ne pense plus ça du tout. Donc plus récent ensuite, cette affaire sans fin concernant les gilets jaunes. Bon, je ne suis pas du tout calé en politique ni en économie. J'ai avalé des tonnes d'informations où on mettait on mettait les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, m'obligeant presque à avoir un regard extrêmement négatif envers cette bataille entre les gilets jaunes et ces fameux CRS-SS, comme en 68. Et moi, je me situais au milieu, ne sachant pas à quel sein me vouer. De là, ne plus être capable de me forger une propre opinion sur l'actualité, une opinion personnelle. Ces opinions étant occultées par cet acharnement de violence, d'interviews triées sur le volet, dont je me suis senti complètement manipulé. Encore une fois, par ignorance probablement. Donc je pense qu'il faut avoir une solide culture politique, une culture générale pour être au fait de l'actualité, pour avoir sa propre opinion qui ne soit pas systématiquement orientée par celle que les médias veulent nous mettre dans le crâne. Donc les médias savent que le français dit moyen, entre guillemets, le citoyen lambda n'est pas un érudit, moi par exemple, donc nous sommes facilement manipulables. Et hélas, mes méconnaissances, qu'elles soient volontaires ou non, ont fait de moi une victime de cette manipulation. Tout est fait, semble-t-il, pour semer la confusion dans les esprits, y compris le mien. Donc pour finir, pour aller dans la direction du sujet qui nous concerne aujourd'hui, donc j'ai refusé l'année dernière de participer à une activité dans un quartier HLM de la ville, ces fameux quartiers sensibles où les médias font leur chou gras des méfaits commis parfois dans ces quartiers, la drogue, la violence, les voitures brûlées, et ce depuis tellement d'années que ma vision des zones sensibles est totalement stigmatisée. Totalement stigmatisé, parce que les médias ne mettent pas, si vous voulez, en avant ce qui se passe dans ces quartiers-là. Il y a des associations, il y a des clubs, il y a des gens très bien. Et à chaque fois, on nous met en avant les 5% de racailles qui foutent la merde dans les cités, qui ne sont pas les 95% des gens qui y vivent. Donc maintenant, je n'ai plus aucun souci à aller dans des quartiers dits sensibles. Je ne crains pas ma vie chez tous les coins de rue. Donc il faut savoir, pour terminer tout ça, que j'ai un lourd passé dépressif. Donc je me suis qualifié il y a quelques années en étant l'homme le plus négatif de France. Donc depuis pas mal de temps, j'essaye
J'essaie de passer du côté positif de la force. Donc je suis quelqu'un qui suis isolé. Bon, j'ai pas d'amis, je vis seul depuis très nombreuses années. Et j'ai un petit peu l'impression que ma culture générale, je la fais au travers des médias. Bon, il y a de très très belles choses en France. Il y a des millions de gens très très bien en France. Je les connais pas. Donc je me forge une opinion négative en fonction des médias. Et ça, je ne veux plus. Merci Jean-François. Bonjour, je m'appelle Yolanta. Je viens de Géorgie, d'origine arménienne. Je suis avec les filles de Secours catholique. Ils ont préparé leur témoignage. Ils sont pas timides, justement, ils sont réservés. On avait un thème préparé, la stigmatisation, être stigmatisé ici en France. Moi, au début, je voulais pas très envie de préparer tout ça. Justement, tout ce que je voulais dire, que moi, je ne sens pas stigmatisée ici en France. Je reviens sur le sujet qu'il y a de belles histoires. Il faut vraiment parler, il faut montrer. Vraiment, il y a de belles histoires ici en France, concernant des étrangers et concernant des... Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Madame. Bien, je vais essayer de rester positive après tout ça. Donc je voulais dire que je suis bien sûr très touchée par tout ce que j'ai entendu. Moi j'aimerais mettre le zoom sur l'éthique. Je vous ai entendu parler comme un journaliste. Je vous ai entendu parler de chair. J'avoue que ça m'a beaucoup choquée quand vous avez dit on doit faire de la chair à un moment. Donc moi je sais que dans la salle il y a beaucoup de jeunes étudiants. Donc moi j'ai envie de leur dire, parce que vous nous avez dit aussi, on est pris entre le marteau et l'enclume. Vous êtes un individu, vous êtes des individus plutôt culturés, plutôt réactifs, mais réagissez. Je veux dire, réagissez par rapport à vos employeurs. Autant, tant que vous serez des individus isolés, effectivement, et si chacun s'enferme dans sa bulle de « je vais être licencié », effectivement, ça continuera comme aujourd'hui. Mais pourquoi on ne parle pas d'un code de déontologie? Pourquoi on ne parle pas d'éthique par rapport à toutes ces personnes qui sont maltraitées? Déjà une chose qui est très choquante, on ne parle jamais de personnes. On parle de migrants, on parle d'alcooliques, on parle de prostituées, on ne parle jamais de personnes. Ce sont des personnes en migration, ce sont des personnes prostituées, ce sont des personnes alcooliques. Voilà. Donc, éthique et déontologie, si ça pouvait être écrit quelque part, parce que quand vous nous avez dit aussi que le mot stigmatisation a été enlevé des débats, ça fait vraiment réfléchir. Je vais conclure en disant que j'habite donc à Tours, que pour rester bien insérée dans ma cité, dans la vie locale, je lis quotidiennement le journal local. Et tous les matins, ce sont les titres de l'horreur. J'ai fait un petit recensement parce que j'ai dans l'idée d'écrire une histoire avec les titres du journal local. C'est impressionnant. Merci. Pour finir, moi je vais me faire l'interprète de Corinne. 88% des personnes à la NPE, enfin à Pôle emploi, cherchent du boulot. Je pense, retenez ça, ça veut dire qu'arrêtez de traiter, enfin arrêtons de traiter les sujets sous la pression du sensationnalisme ou des considérations climatiques. Bon, je vais vous remercier tous. Je voudrais, s'il vous plaît, j'aimerais bien que vous fassiez un applaudissement pour tout ce groupe qui a travaillé. Merci à vous. Périphérie.fr